Bonjour, bienvenue au webinaire proposé par l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France. Nous sommes très heureux avec Nathalie et Karim de vous présenter donc cette matinale dédiée aux ressources des associations. Donc on va faire un premier bilan un an après la crise du Covid, le début de la crise du Covid de mars 2020, avec donc le bilan sur les associations et sur la manière dont ils ont été gérés et dont elles ont été soutenues. Et donc en 3 points, l'impact de cette crise donc, sur le financement des associations depuis un an, donc à partir de la circulaire que va nous synthétiser Karim, et nous proposerons des illustrations très concrètes avec Nathalie, Karim et moi. Ensuite, les dispositifs de soutien proposés aux associations, dispositifs exceptionnels liés au Covid, mais aussi mesures de soutien exceptionnelles de manière générale. Et enfin, on terminera sur les contributions volontaires en nature face à la crise, avec les exemples du bénévolat, du mécénat de compétences et des mises à disposition. Alors, 3 intervenants pour cette matinale. Nathalie Elio, expert comptable, commissaire aux comptes. Karim Bangoura, expert comptable, commissaire aux comptes. Et moi, donc Bénédicte Alba, présidente de l'Institut de recherche et d'information sur le volontariat. Et nous sommes tous les 3 membres du comité association de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France. Donc, nous attaquons avec le chapitre 1 et je passe la parole à Nathalie. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons parler de l'impact de la crise sanitaire sur les associations. Nous allons commencer par quelques chiffres, puis les mesures d'adaptation liées à la circulaire du 6 mai 2020, et puis après des exemples de positions, compris les financeurs par rapport à ces impacts. Donc, quelques chiffres. Les associations ont vu brutalement leurs activités s'arrêter lors du premier confinement le 16 mars dernier, et il y a une reprise régulière grâce à la résilience et l'adaptabilité et les nombreuses mesures et aides financières. Donc, à cette date-là, 86% des associations ont été obligées d'annuler des événements, d'autres amenées à suspendre leurs activités et maintien de moins de 20% de l'activité. 57% ont contraint de revoir leur mode de fonctionnement et 40% de baisse d'embauche dans les associations fin 2019 et début 2020. Et on a vu se développer les usages numériques, notamment télétravail et visioconférence. Les aides sollicitées, les principales aides ont été le recours au chômage partiel, puis les aides des collectivités territoriales ont été très importantes, 51%. Après, il y a eu beaucoup de délais de paiement et de report d'échéance. Le fonds de solidarité a été sollicité pour 37%. Le report des activités non réalisées forcément a été aussi mis en place, plus des prêts garantis par l'État, mais dans une moindre mesure, et puis des recours à des aides bancaires. Enfin, la générosité du public, on se rend compte que 29% des associations ont subi une baisse des dons de particuliers et pareil pour les dons des entreprises. Alors, on se situe en 2020. 87% des entreprises mécènes affirment que l'engagement sociétal risque d'être ralenti par la crise. Des associations prévoient des conséquences économiques importantes de cette crise dès les 6 premiers mois. Des emplois menacés, de l'ordre de 60 000, et puis 9% des plus de 50 ans envisagent de transmettre une partie de leur patrimoine à des associations. Il y a eu un élan de la générosité du public lié à la crise. Pour terminer, on rappelle les dispositions fiscales avantageuses qui ont été maintenues sur l'année 2020 et l'année 2021, notamment le relèvement à 1 000 € du plafond des dons déductibles faits aux associations, aux organismes lucratifs pour la fourniture de repas, et puis la limite des 20 000 € ou 5 pour 1000 de chiffre d'affaires pour le mécénat pour les dons des entreprises. Donc maintenant, sur l'impact, on va vous décrire la circulaire du Premier ministre et je passe la parole à Karim. Merci. Bonjour à tous. Oui, donc dans cette partie, on va revenir sur la circulaire de mai 2020 qui a été particulièrement importante. Alors, elle est importante à 2 titres. C'est d'une part, elle concerne un périmètre large puisqu'elle concerne les subventions aux associations et aux fondations qui ont été octroyées par l'État, mais aussi par les entreprises
public. Et également, sont invitées les collectivités locales à appliquer cette circulaire, même si, compte tenu de leur autonomie de gestion, les collectivités locales ne sont pas de plein droit soumises à cette circulaire. Mais donc, du coup, on a un spectre assez large qui est concerné par cette circulaire. Alors, il y a plusieurs points importants dans cette circulaire. Il y a un premier point qui définit la qualification de force majeure pour montrer aux financeurs, aux autorités administratives que l'association n'a pas pu mener à bien un projet, une action ou une activité subventionnée pendant la période de crise sanitaire et qu'en conséquence, aucune sanction ne peut lui être appliquée. Donc, le cas de force majeure, il s'applique au cas par cas, hein, il est décidé au cas par cas par l'autorité administrative. Et donc, cette appréciation, elle se fait de la même façon au niveau des collectivités locales. Ensuite, ce qu'on peut dire par rapport à cette appréciation de force majeure, c'est que pour la mettre en œuvre, il faut remplir un formulaire qui est annexé à la toute fin de la circulaire et qui permet donc de prouver l'impossibilité de poursuite des activités, de projets ou actions. Un autre point important, donc le deuxième point important de la circulaire, c'est qu'il a aménagé des règles par rapport au compte rendu financier et également par rapport aux demandes de traitement et de versement des subventions. Donc ça, c'est le deuxième point important. Vous vous souvenez que l'ordonnance, enfin, il y avait une autre ordonnance qui avait permis pour l'établissement des comptes et la publication des comptes d'obtenir des délais supplémentaires de 3 mois par rapport aux 6 mois traditionnellement appliqués. Et donc, il en a été de même pour les comptes rendus financiers sur les subventions, puisque cette circulaire introduit un délai de 3 mois supplémentaires pour ces comptes rendus, puisque ces comptes rendus financiers, suite à cette circulaire, ne peuvent être demandés dans un délai inférieur à 9 mois. L'autre point important d'aménagement, toujours dans ce deuxième point, c'est que en fait la circulaire introduit la possibilité de modifier les conditions initiales d'attribution d'une subvention ou d'une convention pluriannuelle d'objectifs par avenant et également peut prévoir des adaptations à la fois sur les projets, mais également sur les phases de versement des subventions. Et puis, il y avait un autre volet important qui était traité dans cette circulaire, c'était la volonté de faciliter et d'améliorer la trésorerie de l'entreprise en étant un peu plus souple dans les conditions d'attribution des versements des subventions, sans attendre parfois le compte-rendu financier pour effectuer les versements. Alors, le troisième point qui est un peu le cœur de la circulaire, on va dire, hein, c'est le point qui définit en fait la façon dont l'État va traiter les subventions, les aménager ou pas, en fonction des situations. Donc, il y a différents cas de situation qui vous sont synthétisés dans ce tableau et on va vous proposer à travers le schéma qui suit de vous retracer un peu les différents cas de figure, puisque vous voyez qu'il y a plusieurs cas de figure. Donc, il y a le point de départ, c'est est-ce que l'association a obtenu la subvention avant le démarrage de la crise sanitaire. Donc, dans le cas où ce n'est pas le cas, enfin, dans le cas où c'est négatif et qu'elle a obtenu, elle n'a pas obtenu au moment du démarrage de la crise sa subvention, là, il y a le cas, c'est un cas dans lequel soit elle peut réaménager son calendrier avec l'autorité administrative,
compte tenu de la crise sanitaire, aménager ce calendrier. Et dans ce cas-là, elle bénéficie bien sûr des délais qu'on a évoqués par rapport au délai de report des comptes rendus financiers. Et puis, elle bénéficie d'une bienveillance de l'administration pour examiner dans les plus brefs délais les demandes de subvention. Mais donc, le cas principal qu'on va étudier, c'est le cas où l'association a obtenu, avant le démarrage de la crise sanitaire, une subvention. Et dans ce cas-là, ce qu'on va se poser comme question, c'est est-ce qu'elle a pu commencer à réaliser son projet ou son action au moment de la crise sanitaire. Donc, si l'association a pu débuter son projet ou son action après le confinement, donc là, il y a deux cas. Soit c'est effectivement possible pour elle de prolonger son action et dans ce cas-là, elle doit effectuer une déclaration sur l'honneur pour dire qu'elle n'a pas été en mesure peut-être de mener dans les mêmes conditions son projet et donc pour éviter toute sanction de l'autorité administrative. Et dans ce cas-là, si l'autorisation de la qualification de force majeure est reconnue par les autorités administratives, donc là, il n'y a pas de sanction et elle ne peut pas se voir menacée de reprendre ses crédits. À l'inverse, si la qualification de force majeure n'est pas retenue, elle s'expose à des sanctions. L'autre cas de figure qui est rencontré également, c'est l'association n'a pas pu débuter du tout ses activités après le confinement. Et donc là aussi, elle était tenue de faire une déclaration sur l'honneur concernant la qualification de force majeure. Et donc, si elle est reconnue, cette qualification, là également, il n'y a pas de sanction. Et il y a même la possibilité, donc, non seulement d'aménager le projet, soit dans le temps, soit dans le contenu même du projet, soit la possibilité même de transformer la subvention en subvention de fonctionnement. Donc ça, c'est une possibilité qui est offerte dans le cadre de la circulaire. Et dans un très rare cas de figure, il y a une reprise possible des crédits dans le cas où la force majeure n'a pas pu être reconnue pour l'association qui en a fait la demande. Voilà, donc il y a un dernier cas de figure qu'on peut voir, c'est l'association qui a pu continuer son projet pendant le confinement et qui, du coup, n'a pas été impactée plus fortement par la crise. Donc là, même si elle a pu continuer son projet, elle bénéficie néanmoins des mesures prévues dans la circulaire, à savoir un délai supplémentaire pour les comptes rendus, des versements possibles des subventions plus rapides, et puis des versements aménagés, soit des subventions par l'autorité administrative, soit aussi un aménagement possible du calendrier. Voilà, donc ça, c'est les différents cas de figure qui sont issus de la circulaire et qui permettent de poser un peu la position des autorités administratives face à la crise. Et ce qui est important à rappeler également, c'est que cette circulaire, elle est d'application pendant l'état d'urgence, tant que l'état d'urgence sanitaire est en vigueur. Alors, dans un prochain chapitre, on va aborder les exemples des positions des financeurs face à la crise, donc pas simplement l'État et les collectivités locales comme on a pu le voir jusque-là, mais de façon plus large. Donc là, l'idée, c'est pas de vous faire un recueil exhaustif de toutes les positions des financeurs, mais plus vous donner
des indications sur les différents cas de figure qu'on a pu rencontrer sur le terrain. Et notamment, on a distingué 3 cas. Donc, le cas de la baisse ou du remboursement des subventions. Le deuxième cas de maintien des financements. Et puis, un troisième cas qui a été le plus rencontré, c'est un mix en fait de positions entre une adaptation des projets, un report, une baisse partielle des financements. Voilà, c'est ces 3 cas de figure qu'on va vous présenter dans cette partie. Donc, tout d'abord, le premier cas de baisse ou de remboursement des subventions. Donc là, c'est aussi un rappel. Hein, dans le cadre de l'activité partielle, l'État avait alerté les associations sur la vigilance qu'ils auraient par rapport au refus d'un double financement public des salaires, à savoir que si les associations perçoivent des subventions qui visent à financer en tout ou partie de l'emploi associatif, il ne faut pas que ce financement se cumule avec l'octroi d'indemnités au titre de l'activité partielle qui a pu être déployée par les associations. Donc, dans ce cadre, l'État avait fixé 2 dispositions, enfin avait dit qu'il prendrait 2 dispositions. D'une part, la première, c'est une modulation de l'activité partielle pour les emplois aidés. Sur les postes FONGEP, notamment, la volonté que les subventions de l'État ne financent que la partie non financée par le FONGEP, donc à savoir si 30% du SMIC est pris en charge, c'est que sur les 70% restants que l'on peut obtenir des subventions. Deuxième point, le contrôle a posteriori des associations qui auront reçu une aide indirecte au titre de l'activité partielle et donc un point de contrôle par rapport à ces questions de double financement que l'État veut éviter. Voilà, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure sur lequel on revient, c'est le maintien des financements. Donc là, on prend un exemple de la caisse d'allocation familiale. Donc, la caisse d'allocation familiale, alors, ça dépend. La CNAF est une entité publique nationale. Par contre, les caisses d'allocation familiale, donc, elles ont édité leur propre circulaire, hein, donc indépendamment de la circulaire qu'on a vue précédemment. Et on en a repris 2 dans ce slide pour vous mettre en évidence que la CAF, au cours de la crise sanitaire de 2020, a pris deux circulaires qui vont dans le sens d'un maintien des financements, puisque à travers ces 2 circulaires qui ont été pris aux 2 moments, du premier confinement puis du deuxième confinement, et qui confirment les mêmes points, la CAF a voulu affirmer le maintien de ces financements aux structures qui étaient fermées ou qui avaient une activité réduite de par la crise. Et donc, il y a, à travers les calculs qu'elle propose dans ces circulaires, la volonté de neutraliser un peu ces périodes de fermeture dues à la crise. Et donc, à travers ce mode de calcul, permettre le maintien des financements malgré ces baisses d'activité. Voilà, donc ça c'était les premiers cas de figure. Je vais passer la parole sur les troisième cas de figure à Nathalie qui va vous présenter d'autres exemples qu'on a pu rencontrer sur le terrain. Merci Karima. Donc le troisième cas, qui est un cas de baisse de financement, est en fait lié
à certains types d'activités. Donc, on a pris le cas d'activités de formation, puisque là, le financement est en fonction de nombre d'heures stagiaires réalisées. Et comme ces centres ont eu des fermetures administratives pendant le premier confinement, donc pendant 2 mois, ils n'ont pas pu faire en présentiel des activités, ils se sont adaptés, on fait du e-learning, etc. Mais ça n'empêche que le nombre de formations et d'heures stagiaires réalisées a été bien moindre que par rapport à l'année précédente. Donc, ils ont eu recours à du chômage partiel dans les aides obtenues. Et ils ont pu justifier des formations à distance par des données de connexion. Et quand ils ont pu reprendre les formations dans leurs locaux, ils n'ont pu accueillir que des petits groupes, mesures sanitaires obligent. Et donc, de fait, on se retrouve avec une baisse du nombre d'heures justifiées et donc mécaniquement une baisse de financement. On est dans un cas où là, le système de report ou de maintien ne peut pas se faire. Un autre cas qui est celui des ONG de solidarité internationale, où là, on est dans un cas différent, donc avec une pandémie internationale qui a touché donc tous les pays, et notamment les pays dans lesquels se réalisent les actions. Et donc, de ce fait, il y a parfois eu un arrêt total ou un ralentissement des activités. Il y a eu une enquête faite par Coordination Sud sur l'impact de la crise, qui est parue en mars 2021. Cette enquête a été faite sur la période de 2020. Et on se rend compte que ce sont les petites ONG qui sont les plus touchées, qu'ils ont eu recours beaucoup à l'activité partielle en France, mais que là où se déroulent les actions dans les pays du Sud, ce type d'aide n'existe pas. Donc les salariés locaux restent un coût complet. Il y a eu des avenants de date possibles par rapport aux actions pour prolonger les durées des projets, puisque les actions ne pouvaient pas être réalisées pendant l'année 2020, et donc un report des activités non réalisées qui a été autorisé. Il y a eu aussi une certaine souplesse sur les modalités budgétaires qui ont été possibles, avec un réaménagement des coûts entre les différentes lignes, mais dans une certaine mesure, ça reste limité. Et donc, pour conclure, forcément, le fait de reporter les activités, de ne pas pouvoir les réaliser alors qu'on a des coûts fixes et parfois des coûts non financés font qu'il y a une baisse globale de financement. De plus, sur les financements publics et privés institutionnels, qui sont par rapport au rendu, au réalisé fait sur les projets. Les ressources de la générosité du public se sont maintenues en 2020 et ont permis de compenser un petit peu ce manque à gagner. Et puis, les ONG sont inquiètes sur leur avenir parce que il y a des reprises incertaines sur certains projets. Est-ce que les activités pourront se faire ou pas? Ça reste des questions encore aujourd'hui. Et je passe la parole à Bénédicte qui va nous parler du financement Union européenne Erasmus. Alors, on a choisi de vous présenter justement concrètement comment, dans la gestion de projet, puisque beaucoup d'associations et de grosses ONG, dont vient de parler Nathalie, bénéficient justement de subventions européennes, donc publiques, concrètement, comment ça s'est passé. Donc, dans les conditions normales, un projet Erasmus, par exemple, on répond à un formulaire, il y a un appel à projet, donc il y a une publication au JO des communautés européennes, avec un manuel de candidat à suivre. Quand le formulaire est accepté, on a une feuille de route. Donc, les financements, c'est de l'ordre de 150 000 € par an, donc pour tout le projet. Donc, en général, le projet a 2 ans, donc c'est plutôt des budgets de 300 000 € avec 5 candidats, donc à partager entre les 5 candidats, c'est 300 000 €. Donc, ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc, les principales dépenses dans ce projet, ce sont les frais de personnel qui concernent à peu près 70 à 80% du budget total, donc c'est extrêmement important. Les frais de déplacement qui ne sont pas non plus négligeables puisqu'ils sont entre 15 et 20%, et quelques frais exceptionnels qui sont assez marginaux. Alors, normalement, dans les conditions normales, le dépassement d'une ligne budgétaire, puisqu'en fait, ce formulaire est accepté par les agences nationales européennes, et donc chaque candidat a son enveloppe budgétaire et ne doit pas dépasser 10% en fait. Chaque ligne budgétaire doit être strictement, scrupuleusement respectée. Donc, cette gestion administrative et financière est aussi importante finalement que le contenu intellectuel sur lequel on est chargé de travailler.
Dans les conditions exceptionnelles du Covid, là, exceptionnellement, la Commission européenne donc, a publié en fait une circulaire qui ont été appliquées par toutes les agences nationales qu'on appelle les agences Erasmus. Et là, on est passé à une plus grande flexibilité, puisqu'en fait, ces 10% qui étaient autorisés sans avenant ont été portés jusqu'à 70%. Donc, sans autorisation, on peut augmenter en fait, et en particulier pour les journées de travail qui sont normalement très réglementées. Là, on a eu beaucoup plus finalement de journées de travail, en particulier pour les frais de déplacement qui ont tous été annulés, donc les réunions européennes, les séminaires européens qui étaient prévus. Donc, on a pu transférer finalement ces frais de déplacement vers les journées de travail, chose qui était extrêmement difficile et pratiquement impossible en conditions habituelles. La seule réserve, c'est pour les événements de diffusion, par exemple un webinaire qu'on pourrait organiser. Normalement, quand on fait une conférence physique avec des participants physiques, on a, c'est ça la règle, 100 € par participant. Alors que là, lorsqu'on fait à distance, on a seulement 10 € par participant, ce qui veut dire qu'on doit multiplier par 10 le nombre de participants si on veut respecter, enfin si on veut avoir l'enveloppe qui était prévue. Les délais plus facilement acceptés et la plupart des projets, ce qu'a signalé d'ailleurs Nathalie pour les ONG de solidarité internationale, beaucoup de projets ont été retardés puisqu'en fait on n'a pas pu expérimenter en particulier certaines activités. Donc on a eu vraiment aussi là une beaucoup plus grosse flexibilité puisque normalement 3 mois c'était accepté mais sous réserve d'un avenant qui était quand même scrupuleusement vérifié par les agences nationales. Et là on est passé très facilement à 6 mois et à chaque fois qu'on a demandé un délai, ça a été accepté. Donc, les comportements, ce qui est important aussi de voir, les comportements qui étaient observés. Alors, dans un premier temps, comportement classique dans tout projet financé par des fonds publics, c'est le fameux comportement de passagers clandestins, c'est-à-dire que certains partenaires souhaitent profiter du voyage, c'est-à-dire la subvention publique européenne, sans payer leur ticket, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, ils faisaient des copier-coller, et puis en fait, ils se disaient qu'à distance, dans des conditions exceptionnelles, ça passerait, étant donné que tout passait, cas de force majeure. Deuxième élément un petit peu négatif qui ont été observés, des explications des malentendus qui s'enveniment beaucoup plus facilement à distance, puisque là, on n'a pas finalement le contact direct, les échanges informels qui permettent justement souvent de pouvoir tester et de voir effectivement quelle était vraiment la fiabilité au fait aussi des partenaires. Et donc, finalement, ça montre beaucoup plus facilement les malentendus à distance. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a eu beaucoup d'activités qui ont dû être faites à distance, qui étaient très déstabilisantes, comme les événements de diffusion, les réunions transnationales avec un format qui a dû être adapté, des activités d'expérimentation qui ont été reportées ou annulées, parce que par exemple, lorsqu'on faisait une expérimentation dans les écoles étaient fermées. Donc tout ça, c'était très déstabilisant. Et au départ, dans un premier temps, on a eu ce genre de comportement qu'on observe assez fréquemment, mais qui sont quand même assez marginaux. Dans un deuxième temps, donc à plus long terme, on a eu, en revanche, sur le long terme, vraiment des éléments très positifs. En fait, on a vu que, disons que les premiers 3 à 6 mois, ce sont les comportements que je viens de décrire, mais sur le plus long terme, on a vu cette bienveillance donc, des agences nationales qui ont soutenu les projets et qui voulaient justement qu'on continue dans des conditions exceptionnelles et qu'on réalise finalement ce qui avait été prévu. On a observé des comportements très constructifs de beaucoup de coordinateurs qui étaient vraiment confrontés à des conditions totalement inédites et qui se sont bien rendus compte finalement, enfin, qui ont vraiment adapté finalement leur mode de gestion, de coordination des projets avec les délais, avec des annulations de certaines activités, mais en répartissant finalement les activités de manière harmonieuse entre les partenaires et pour atteindre quand même les objectifs. Et puis aussi, beaucoup de collègues qui ont vraiment développé des trésors d'imagination et de créativité pour s'adapter justement aux nouvelles conditions, compenser à des activités à distance, virtuelles. Et donc là, on peut dire que le Digital Europe a vraiment montré ce qu'elle était capable de faire. Et donc cette dématérialisation générale de la plupart des activités est plutôt bon signe, non seulement pour les réunions Zoom qui se sont développées, qui se sont multipliées dans tous les projets européens, mais aussi l'expérimentation, donc au niveau national, pas seulement les équipes européennes, mais avec des acteurs nationaux qui, au départ, ont été un peu pris au dépourvu comme nous et qui, après, se sont adaptés. Et par exemple, là, je vais mener une expérimentation dans une école à distance avec un groupe de collégiens la semaine prochaine. Donc, ça prouve qu'on s'est vraiment adapté.
Donc là, je vais passer maintenant la parole, après avoir donc ce premier chapitre qui nous vous montrait donc un an après la circulaire donc de mai 2020 qu'a synthétisé Karim et nos exemples en fait d'adaptation qu'on vient de vous montrer. On va montrer quels ont été les dispositifs de soutien exceptionnels qui ont été proposés à un niveau européen, mais aussi à un niveau national. Alors, si je commence par le cadre européen, donc, on va commencer, voilà, les dispositifs de soutien, c'est dans le cadre d'un instrument financier qui est l'instrument SURE, alors, qui est un acronyme qui signifie Support to Mitigate Unemployment Risk in Emergency. Ça veut dire donc instrument européen de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence. Donc, c'est la traduction de l'acronyme. Donc, ce sont en fait des moyens financiers très importants qui ont été mobilisés par l'Union européenne, donc avec tous les membres de l'Union européenne, contre les conséquences économiques et sociales de la pandémie de Covid-19 sur tout le territoire européen. Et cette assistance financière est d'un montant assez important, un montant maximal de 100 milliards d'euros, sous forme de prêts. Et c'est la première fois que l'Union européenne mobilisait en fait des financements qui lui étaient propres afin de permettre de faire face à l'augmentation soudaine des dépenses publiques qui ont évidemment explosé avec toutes ces mesures d'aide qu'on va vous décliner maintenant à un niveau français, mais qui ont été les mêmes à un niveau européen dans chacun des pays de l'Union européenne et qui étaient donc destinés à préserver l'emploi. Donc, cette solidarité européenne, ça a été un très bon signe, un très bon signal. Et donc, en fait, cet instrument européen s'est présenté un peu comme une deuxième ligne de défense pour soutenir les dispositifs nationaux, puisqu'en fait, c'est toujours le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que l'Europe arrive après les niveaux nationaux et quand le niveau national n'est pas suffisant. En l'occurrence, ce n'était pas du tout suffisant. Je sais d'ailleurs que ce n'est pas seulement un phénomène européen, le Covid, mais international, mais en tout cas au niveau européen. Donc, on a soutenu massivement chacun des pays de l'Union européenne ont mis en œuvre justement ces dispositifs de chômage partiel ou de mesures similaires pour maintenir l'activité, en tout cas maintenir le pouvoir d'achat des ménages, pour aider donc les États membres à préserver leur emploi et protéger les salariés, mais aussi les travailleurs indépendants contre le risque de chômage et de perte de revenus. Et donc, globalement, on s'aperçoit que ça a effectivement bien fonctionné. Et donc, ces prêts ont été accordés aux États membres, étant donné qu'évidemment, les dépenses publiques ont explosé. Donc, ces prêts sont accordés et sont adossés à un système de garantie volontaire fourni par les États membres. C'est-à-dire que pour avoir le prêt, il faut effectivement remplir un cahier des charges et passer effectivement par un processus, comme dans tout processus européen de financement européen, extrêmement exigeant. Et la contribution donc, de chaque État membre se fait, le montant total de la garantie est en fonction de leur part dans le revenu national brut, donc basé sur le budget 2020 de l'Union européenne. Donc c'est non seulement pour obtenir ces prêts, il faut remplir un cahier des charges qui est extrêmement exigeant, et en plus, il y a des quotes-parts qui sont décidées en fonction donc, de ce revenu national brut de l'Union européenne. Et alors, donc, concrètement, donc, la Commission européenne a émis en octobre 2020 pour la première fois donc, ses obligations sociales et donc un excellent accueil des investisseurs puisque les demandes de souscription ont été multipliées, enfin, ont dépassé 13 fois la capacité qu'on avait anticipée et donc du coup la tarification a été très favorable et les fonds levés ont été transférés donc aux États membres bénéficiaires sous la forme de prêts pour les aider à couvrir directement donc, tous ces coûts, c'est l'explosion de leurs dépenses publiques, donc liées au financement de programmes nationaux de chômage partiel et des mesures similaires pour soutenir l'activité, donc qui étaient directement liées à la pandémie. Et donc la base réglementaire justement pour débloquer ces fonds et que l'argent concrètement lié directement à ces prêts arrive au niveau national, ça a été donc ce document de référence qui a été publié donc le 12 février 2021 et qui s'appelle donc reprise, établissant donc la facilité pour la reprise et la résilience, qui est donc le maître mot du plan de relance européen. Et maintenant, je vais passer la parole donc à Karim pour les dispositifs de soutien et les aides de droit commun accessibles aux associations, donc qui va évoquer donc les mesures qui ont été proposées et appliquées, réalisées au niveau français. J'entends pas Karim. Il n'y a pas de son pour Karim.
On a un problème technique. On n'entend plus Karine. Comment procède-t-on? Nathalie, est-ce qu'on prend en attendant le... Karim, ton micro serait coupé. Est-ce que tu peux rallumer ton micro? Aïe. Vas-y, Karim. Non, on n'entend toujours pas Karine. Alors là, on est désolé, on ne sait pas ce qui se passe. On n'entend plus Karine. On n'entend plus Karim. Comme on est en direct, c'est un peu embêtant. Ah non, il n'a plus de son. Bon, on est désolé. Que fait-on? Ben, on lit peut-être en attendant que Karine reprenne. Est-ce que on va avancer, on va voir pour résoudre le problème technique de Karim, et donc on va passer directement aux aides pour les associations, et on reviendra sur les aides de droit commun quand Karim aura retrouvé le son. On est désolé de ce contretemps. On ne comprend pas ce qui se passe, donc voilà, on va passer directement aux aides liées au secteur associatif, et on reviendra sur les aides de droit commun quand Karim aura retrouvé le son, en espérant que la technique nous aide là-dessus. Donc les aides spécifiques au secteur associatif. Il faut savoir qu'il y a des plateformes qui ont été mises en place, notamment une plateforme récapitule l'ensemble des aides d'urgence pour chaque type de structure de l'économie sociale et solidaire, et pour chaque cas. C'est géré par la Banque des Territoires. Ils ont mis en place un assistant en liaison avec le ministère de l'économie sociale et solidaire. Et donc, ça permet de voir les principales mesures de soutien applicables aux structures et les points de contact et informations utiles pendant la crise. Il suffit de remplir quelques questions et hop, on a les différentes aides possibles. Une deuxième plateforme existe, c'est le Fonds de soutien urgence ESS. C'est un fonds de soutien de 30 millions d'euros pour les structures de l'ESS qui emploient de 1 à 10 salariés, et ça donne droit à des aides en fonction de la taille de la structure, 5 000 euros pour les structures de 1 à 3 et 8 000 euros pour les structures de 4 à 10. Ça aide à préserver les emplois. Ce fonds fait aussi des diagnostics sur les situations économiques et des accompagnements via le DLA pour certaines structures. Ce qu'il faut savoir, c'est que les collectivités territoriales ont été très mobilisées au moment de la crise, notamment dans le cadre de la reconnaissance de cas de force majeure dont a parlé Karine tout à l'heure, avec le versement anticipé des subventions, des instructions accélérées, des prorogations de conventions, des créations de fonds de secours, dont on va parler sur certains types d'associations, la mise en place de plateformes et puis les suspensions de loyers. Alors, dans le cadre du plan de relance qui a été mis en place par le gouvernement en septembre 2020, il y a donc 100 milliards qui sont mobilisés, donc 40% pour l'Union européenne, avec 3 grandes thématiques, la compétitivité et l'innovation, la transition écologique et la cohésion sociale. Dans ce cadre-là, sur ces 100 milliards, une partie est destinée au secteur associatif, et donc je vais vous décrire ces parties-là. Et donc, dans le plan de relance, on a un plan exceptionnel de soutien de 100 millions qui est prévu pour des associations de lutte contre la pauvreté. Il y a déjà eu des appels à projets faits en fin 2020, et une deuxième session d'appel à projets est prévue entre avril et juin 2021. Donc, c'est maintenant.
Un autre plan de 15 millions pour les quartiers pour renforcer l'accès numérique à l'éducation et l'accompagnement par le mentorat, qui est réservé aux associations de très grande proximité pour la continuité éducative. Et l'autre grande mesure du plan de relance, c'est l'insertion professionnelle des jeunes. Donc là, il y a pratiquement 1 milliard qui est mis en avant sur 3 ans, hein, puisque ça commence 2020 jusqu'à 2022, pour pouvoir financer des postes aidés, donc des services civiques, plus 100 000 qui sont prévus, des parcours emploi compétences, hein, c'est les contrats aidés qui ont remplacé les CUI, CAE, des emplois pour les moins de 25 ans dans le sport, 2500 emplois aidés prévus, 2000 postes FONJEP complémentaires, et puis le dispositif Sésame pour aider à la formation pour la qualification d'un emploi d'encadrement dans les métiers du sport et de l'animation. Il y a 3000 places prévues à financer. Après, il y a des soutiens sectoriels qui ont été mis en place, par exemple pour les structures d'insertion par l'activité. Là, un dispositif d'urgence de 300 millions également a été mis pour soutenir les 5000 SIAE et AE entreprises adaptées. C'est des subventions forfaitaires pour couvrir les pertes d'exploitation. Il y a des appels à projets qui sont faits pour financer des projets d'investissement de développement. Et puis, ils ont permis également la prolongation des contrats IAE, des CDD qui sont normalement de 24 mois, peuvent être prolongés de 6 mois. Ensuite, toujours pour ces types de structures, hein, via le plan de relance dont on vient de parler, il y a le recrutement donc, de 35 000 jeunes pour des parcours d'insertion et puis des aides au poste et tout renseignement auprès de la direct.gouv.fr. La caisse d'allocation familiale dont on a un peu parlé tout à l'heure, qui maintient ses aides exceptionnelles jusqu'au 30 juin 2021, notamment auprès des structures comme les micro-crèches, les maisons d'assistants maternels, les établissements d'accueil jeunes enfants. Et puis, il y a des modalités de financement en direction d'autres structures qui sont mises en place, comme ceux qui font de l'animation de vie sociale ou les centres d'aide et d'accompagnement à domicile. Tous les renseignements sur CAF, partenaire Impact Covid-19. Les secteurs, il y a certains secteurs qui ont été très pénalisés par la crise sanitaire et pour lesquels des mesures spécifiques ont été mises en place, donc notamment le sport, la culture, le tourisme, l'événementiel. Donc, ils peuvent bénéficier des aides classiques dont parlera Karim tout à l'heure s'il retrouve la parole, et que sont le fonds de solidarité, l'activité partielle qui a été maintenue à 100% pour ces secteurs-là, les exonérations de cotisations sociales patronales et des annulations de loyers et redevances d'occupation. Donc après, pour chacun des secteurs, donc sur le sport en tant que tel, il y a un décret qui est paru en octobre 2020 qui autorise l'attribution de subventions par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux associations et sociétés Audio sportives. ordinateur, il y a écrit. Ça marche, c'est bon. Tu as retrouvé le son. Je termine et je te redonne après, Karim. Donc, le sport, le dispositif Sésame dont on a parlé tout à l'heure pour aider à la formation des jeunes à destination des métiers du sport. Et puis, l'Agence nationale du sport qui alloue dans le cadre de projets sportifs fédéraux des aides aux associations sportives les plus en difficulté. Il y a 34 millions quand même prévus en 2021. Et tout sur économie.gouv.fr, plan de soutien au sport. Sur la culture, hein, de la même façon, il y a des plans d'urgence qui ont été mis en place avec des fonds d'urgence pour les spectacles vivants, des fonds de secours à la musique et aux variétés, et puis des garanties par l'Institut pour le financement du cinéma et de l'industrie culturelle pour aider pour les problèmes de trésorerie pour pouvoir obtenir des prêts. Et donc là, c'est culture.gouv.fr, plan de soutien pour la culture. Et le tourisme, donc là, il a été autorisé aux associations, aux activités de tourisme, au lieu de rembourser les achats de voyages ou séjours qui ont été annulés pendant la première période, de faire des avoirs de 18 mois. Et donc, c'est ce qu'ils ont mis en place pour la plupart. Et après, il y a des aides spécifiques, fonds tourisme durable, pour couvrir une partie des coûts liés à l'émergence de nouveaux projets et la réalisation de projets. Donc ça, c'est pour les structures qui sont dans des zones rurales, c'est pour le tourisme local, pour les activités de restauration et d'hébergement touristique.
Donc là, je vous ai mis le lien Agir pour la transition, hein, c'est suivi par l'ADEME. Et puis, il y a des plateformes qui proposent aussi des appuis financiers, notamment dans le cadre de la BPI ou de la Banque des Territoires. Voilà. Tous les renseignements sur économie.gouv.fr, plan de soutien tourisme. Pour terminer, le secteur des associations et des ONG, l'AFD a lancé des initiatives, notamment l'initiative Covid-19 Santé en commun, qui ouvre des appels à projets pour financer des projets à destination de la lutte contre l'épidémie dans les différents pays. Et donc, c'est des nouvelles lignes budgétaires qui s'ouvrent sur ces critères-là. Et puis, l'AFD a aussi poursuivi, adapté ses modalités d'appui aux organisations de la société civile qui ont été fragilisées, notamment par le biais de subventions qu'elle a allouées. Donc, Karim ayant retrouvé la parole, je suis désolée, ça fait faire un peu des allers-retours sur les slides, mais je vais revenir au slide précédent, si j'y arrive, pour redonner la parole à Karim sur les aides de droit commun qui sont prévues. Hop. Voilà, Karim, c'est à toi. Voilà, donc vous m'entendez ça cette fois-ci. Ok, bon, parfait. Désolé pour ce souci technique. Donc, oui, dans cette partie, ce qu'on souhaitait faire, hein, c'est revenir sur les aides de droit commun, c'est-à-dire les aides qui étaient prévues pour les entreprises, pour toutes les structures de l'activité économique et qui étaient ouvertes aux associations et dont ont bénéficié également les associations. Et donc, rappeler ces aides qui ont été également structurantes pour le tissu associatif. Donc, il y avait 3 types d'aides sur lesquelles on souhaitait revenir, le fonds de solidarité, l'activité partielle, les reports de cotisation, et puis enfin, le prêt de garantie par l'État. Alors, sur le fonds de solidarité, donc, juste pour rappeler le principe, les associations concernées, c'était les associations lucratives non employeuses qui étaient soumises aux impôts commerciaux ou les associations employeuses. Il y avait donc un dispositif qui avait été adapté puisque le dispositif prévoyait d'étudier la baisse de chiffre d'affaires pour attribuer ou non l'aide. Donc là, la notion de chiffre d'affaires, elle a été adaptée pour les associations est considéré comme le chiffre d'affaires, le total des ressources de l'association, moins tout ce qui est dons, subventions, que ça soit d'exploitation d'équipement ou d'équilibre. Donc ça, c'est la définition qui est adoptée. Et puis, les règles adoptées sur ce fonds de solidarité, elles ont évolué au fil des mois. Ce qu'on peut dire par rapport au montant de cette aide, c'est qu'il y a donc différentes cas de figure. Il y a le cas de figure de l'association fermée administrativement, qui, elle, a accès à une aide jusqu'à 10 000 €. Il y a également les associations durablement touchées par la crise de certains secteurs spécifiques qui ne sont pas fermées, mais qui accusent une baisse de chiffre d'affaires au sens des associations d'au moins 50%. Donc, elles aussi ont également accès à jusqu'à 10 000 € à cette aide. Et puis enfin, les autres associations impactées par la crise qui subissent une baisse d'au moins 50 et qui avaient accès à une aide jusqu'à 1 500 €. Donc ça, c'est le dispositif de fonds de solidarité. Donc ça, l'accès, c'est sur service public, vous pouvez avoir accès à toutes les conditions octroyées aux associations pour ce fonds. Ensuite, un autre dispositif essentiel sur lequel on voulait revenir, c'était le dispositif de l'activité partielle pour les associations employeuses. Donc, l'activité partielle, c'est donc et peut-être déclenchée en cas de fermeture temporaire ou de toute ou partie de l'établissement ou en cas de réduction de l'activité liée à la crise. Donc, les associations qui souhaitent
peuvent déclarer l'activité partielle. Et donc, les conditions d'indemnisation, que ce soit pour les salariés ou pour l'employeur, ont évolué tout au long de la crise. Donc là, ce qu'on a souhaité présenter dans le tableau de la slide suivante, c'est un peu les caractéristiques de ces indemnités en 2021. Donc, vous voyez, il y a différents cas de figure. Hein. Dans la colonne de gauche, on a le cas général classique des associations classiques. Il y a le cas des secteurs protégés définis par décret. Hein. Il y a le cas des entreprises totalement fermées administrativement. Donc là, c'est le cas extrême. Et donc, c'est le cas également pour les associations, pour certaines associations. Donc là, ce qu'on peut voir dans les différentes colonnes, c'est qu'il y a la prise en charge par l'État de la location versée à employeur, et puis il y a l'indemnisation des salariés, donc qui sont deux choses différentes. Et on voit que ces indemnisations en 2021, elles évoluent à compter du mois d'avril, et donc elles évoluent à la baisse en fait. Donc ce qu'on voit, c'est que pour les associations et entreprises qui sont les plus touchées, qui sont fermées administrativement, il y a un maintien à 70% aussi bien pour l'allocation employeur, pour l'indemnisation de salariés, de l'aide à l'activité partielle. En revanche, pour le cas général et les secteurs protégés, on voit une diminution progressive des aides. Donc, elle est moins forte pour les secteurs protégés. Elle est moins rapide pour les secteurs protégés, mais elle est néanmoins à la baisse. Donc, ce qu'on voit pour le cas général, hein, c'est qu'on passe de 60% de la rémunération pour l'allocation versée à l'employeur à 36% à compter du 1er mai. Et puis, pour l'indemnisation des salariés, on passe de 70 à 60% à compter du 1er mai également. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'allocation à l'activité partielle. Autre aide de droit commun sur lequel on souhaitait revenir, c'était les reports du paiement des cotisations URSSAF et Agirc-Arrco. Donc là, pour certaines associations qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait de la crise, donc là, il y a la possibilité d'obtenir un report de tout ou partie de leurs cotisations salariales et patronales auprès de l'URSSAF, sans majoration ni pénalité de retard. Donc, pour ce faire, il faut que ces associations elles aillent remplir un formulaire de demande en ligne sur le compte URSSAF, et en l'absence de réponse dans les délais de 48 heures suivant le dépôt, la demande est considérée comme acceptée. Donc, les cotisations, hein, sauf cas exceptionnel, elles donnent lieu à un plan d'appurement sur 36 mois, et cette mesure, elle s'applique également aux retraites complémentaires Agirc-Arrco. Voilà, donc ça c'est pour les reports. Dernier cas dernier type d'aide de droit commun sur lequel on voulait revenir, c'est le prêt garanti par l'État. Donc le prêt garanti par l'État consiste à demander un prêt à votre banque habituelle et obtenir auprès de l'État une garantie à hauteur de 90% du montant de ce prêt. C'est également des prêts à des taux attractif. Donc, la condition à remplir, c'est que le prêt, tout d'abord, le prêt ne peut représenter que jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'année ou bien 2 années de masse salariale. Et les conditions à remplir pour être éligible, c'est employer au moins salarié pour une association, payer des impôts ou percevoir une subvention ou une demande publique. Donc, répondre à au moins un de ces critères. Et le critère de chiffre d'affaires retenu est le même que l'on a vu précédemment pour le fonds de solidarité. On peut signaler également que ce prêt garanti par l'État a été prolongé jusqu'au 30 juin 2021.
Et donc, il y a des conditions un peu plus favorables aussi pour certains secteurs qui sont prévenus. Voilà donc pour les aides de droit commun. Juste rapidement, on voulait vous indiquer les dispositifs existants pour les associations en difficulté. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qu'on rappelle dans ce slide, le dispositif local d'accompagnement, les groupements de prévention agréés, les centres d'intervention sur la prévention des difficultés des entreprises qui sont accessibles aux associations, et puis les différents comités qui peuvent aider au règlement des apurements de dettes, notamment sociales et fiscales. Voilà, bon, bien sûr, il y a vos réseaux, vos groupements, vos experts et commissaires aux comptes. Dans la slide suivante, on voulait juste vous indiquer que pour les entreprises les plus en difficulté, ben, il existe toujours la possibilité de recourir à des dispositifs judiciaires de traitement des difficultés. Donc là, on rappelle les différents dispositifs existants qui sont applicables aux associations comme aux entreprises. Et je rappelle donc que pour les associations, c'est au tribunal de grande instance et non au tribunal de commerce que doit se mobiliser ces différentes options de traitement des difficultés des entreprises. Voilà pour ce passage. Je vais repasser la parole à Bénédicte pour la présentation des aides, des questions de contribution volontaire en nature au travers de la crise. Voilà, merci Karim. Bienvenue à nouveau parmi nous. Finalement, l'inversion entre les aides spécifiques et puis le droit commun, c'était pas mal parce que ça permet justement d'aborder à nouveau donc, ce chapitre 3 avec la mobilisation donc, des contributions volontaires. Donc, 3 facettes. La première, c'est donc la mobilisation des bénévoles que je vais vous présenter, les mises à disposition et autres gratuités, je repasserai la parole à Karim, et on terminera donc sur le mécénat de compétences et la mise à disposition de personnel avec Nathalie. Donc, la mobilisation des bénévoles. Alors, dans un premier temps, donc, il y a eu, comme tout à l'heure, lorsque je vous expliquais la gestion des projets européens donc, subventionnés par des fonds européens publics, il y a eu évidemment moins de bénévoles sur le terrain pour plusieurs raisons. D'abord, beaucoup de bénévoles, en tout cas dans certains secteurs d'activité, pas ce qu'a d'ailleurs décrit le sport, par exemple, ou la culture, mais plutôt dans le secteur social. Il y avait effectivement des bénévoles plus âgés qui étaient donc aussi un public à risque pour le coronavirus. Et donc, les associations leur recommandaient bien sûr de rester chez eux. Et de toute façon, ils auraient pris l'initiative eux-mêmes effectivement de se protéger. Donc, évidemment, il y a eu moins effectivement ce profil de bénévoles sur le terrain dans les associations. D'autre part, là, ce qu'a évoqué tout à l'heure Nathalie, c'est la suppression de beaucoup d'activités, en particulier des associations sportives, surtout celles qui étaient indoor, c'est-à-dire à l'intérieur, et moins celles des activités de plein air. Beaucoup d'associations culturelles, donc pas seulement d'associations d'ailleurs, tout le champ culturel a été durement touché, et les associations de loisirs et aussi de tourisme qu'a évoqué tout à l'heure Nathalie. Donc évidemment, pas d'activités, pas de bénévoles pour encadrer ces activités. Et aussi donc une forme de sidération, de démotivation liée au climat très anxiogène dû à la pandémie. Et donc, on a commencé à réfléchir sur de nouvelles pistes ou de causes dans lesquelles s'engager. Dans un deuxième temps, donc à partir de septembre, donc passé la première phase effectivement de mars jusqu'à l'été, les associations comme les bénévoles ont réagi. On a eu des bénévoles agiles qui ont trouvé des exemples pour s'engager. Alors, on a eu des nouveaux profils qui se sont engagés sur le terrain, en particulier les jeunes étudiants qui n'avaient plus de contact avec leurs camarades puisqu'en fait, les cours étaient à distance et qui avaient besoin de recréer ce lien social et de se sentir utile aussi, engagés. L'autre point, des activités proposées à distance dans la mesure du possible. Alors, on a vu effectivement, y compris dans le champ culturel, artistique, des vidéos qui étaient, enfin des activités qui étaient proposées à distance, comme des concerts ou bien des captations de théâtre ou d'autres activités culturelles.
beaucoup de Zoom meetings, ce qu'a évoqué d'ailleurs Nathalie pour la formation. Donc, quand on ne pouvait pas les faire en présentiel, on proposait des formations à distance et aussi pour accompagner des publics plus sensibles. Et enfin, une nouvelle motivation pour s'engager avec un climat général qui était extrêmement anxiogène. Alors, pas seulement la pandémie, alors évidemment, la pandémie a tout accéléré, en fait, mais il y avait un climat quand même qui a été extrêmement anxiogène, puisque c'est pas seulement, on n'a pas eu seulement une crise sanitaire, mais on a eu une véritable crise démocratique avec la défense de valeurs démocratiques. Les démocraties ont été attaquées. Et très récemment même, on sent encore ce climat très anxiogène, puisque lorsqu'on entend une décision de justice qui ébranle et qui jette la confusion dans les esprits très récemment, quand un enseignant est sauvagement assassiné, c'est l'institution de l'école là qui, elle, après donc la justice, l'institution de l'école qui est attaquée. Quand on a reparlé aussi donc du procès, enfin des assassins donc contre Charlie Hebdo. Tout ça a fait que beaucoup de citoyens, beaucoup de Français se sont dit qu'effectivement les valeurs républicaines étaient attaquées, les valeurs d'universalisme, de laïcité, d'égalité des chances, avec une explosion des inégalités donc, qui ont été mises à jour en fait pendant cette pandémie. Et donc, on a eu effectivement de nouvelles motivations, ou peut-être des gens qui avaient toujours eu ces convictions se sont dit qu'il fallait effectivement s'engager sur le terrain. Donc, ça a été effectivement le contre-coup très positif finalement de cette crise sanitaire, mais pas seulement une crise sanitaire, mais aussi une crise démocratique. Alors, les formes d'engagement, concrètement, comment s'engager? Donc, on a la réserve civique. Alors, la réserve civique n'est pas née avec, bien sûr, la pandémie, puisque c'était la loi égalité et citoyenneté donc, du 27 janvier 2017, qui est venue quand même 2 ans après les attentats de Charlie Hebdo et contre Hypercacher de janvier 2015, donc ça faisait plus de 2 ans, où tout bénévole, qu'il soit national ou étranger, résidant régulièrement sur le territoire français, peut s'engager donc dans n'importe quel projet d'intérêt général. Et donc là, le lien, c'est jeveuxaider.gouv.fr. Deuxième plateforme qui présente aussi tous les différents sites qui proposent une médiation entre les bénévoles et les associations, c'est bénévolat.fr. Alors là, c'est une initiative qui est plus associative, donc plus privée, alors que jeveuxaider.gouv.fr est une initiative publique. Et donc, sur bénévolat.fr, vous verrez effectivement toutes les plateformes qui vous permettent de trouver une mission bénévole dans une association. Les jeunes volontaires peuvent rejoindre aussi le service national universel, donc c'est pas né non plus avec le Covid évidemment, mais de plus en plus de jeunes qui veulent effectivement trouver un sens, s'engager, en particulier pour des valeurs auxquelles ils croient et ils veulent construire leur avenir, peuvent s'engager comme volontaires, donc service national universel. Et puis, donc toujours, ce service civique des jeunes de 16 à 25 ans qui peuvent effectivement s'engager sur des missions de service civique où ils ont aussi une formation. Ils peuvent concrètement voir de quelle manière ils peuvent contribuer à faire vivre les valeurs républicaines et démocratiques. Donc, je vais passer maintenant la parole à Karim, qui va nous parler d'une autre forme d'engagement, des mises à disposition et autres gratuités qui sont proposées aux associations. Oui, alors sur cette slide, on revient sur quelques exemples des initiatives qu'on a vu se multiplier au cours de la crise sanitaire concernant les mises à disposition, puisque bien sûr, pour les associations, ça a un impact sur leur fonctionnement et ça a modifié aussi leur manière de pouvoir agir sur le terrain. Donc, on a constaté notamment la mise à disposition de logements pour les sans-abri avec des initiatives notamment d'hôtels intéressantes pour s'associer en partenariat avec des associations pour lutter contre les sans-abri. Et là, on a assisté également, bien sûr, à la mise à disposition de masques et de gel hydroalcoolique à la fois par les entreprises, mais aussi par des initiatives individuelles. Le don d'objets, de vêtements et de nourriture aux associations aussi qui sont développées en cette période de crise. On a également eu des initiatives des restaurateurs, notamment au cours du premier confinement, sur
l'apport de nourriture, le don de nourriture aux structures associatives et aux personnes dans le besoin. On a bien sûr les dons d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones qui sont aussi multipliés pour permettre le travail à distance, notamment des jeunes et des enfants. On a enfin eu des initiatives, notamment des artistes, à travers des dons pour financer des actions des associations. Donc, on a vu un ensemble d'initiatives dont on essaye de dresser une liste non exhaustive, mais qui témoigne un peu de la richesse des réactions qu'il y a eu au cours de cette crise au niveau du bénévolat et des mises à disposition. Je passe la parole donc à Nathalie pour qu'elle nous présente le mécénat et les impacts aussi de la crise sur le mécénat. Merci Karim. Donc, le mécénat, qui est le troisième type de contribution volontaire en nature, Admical a fait une enquête qui est sortie en juillet 2020 sur laquelle qui ont interrogé beaucoup d'entreprises et donc c'est à partir de cette enquête que je vais vous donner des informations sur l'évolution du mécénat pendant cette période. La plupart des entreprises ont répondu présent, un tiers d'entre elles a même augmenté son budget et 95% des entreprises interrogées se sont engagées face à la crise, essentiellement dans le monde associatif et hospitalier. Beaucoup ont déclaré mener des actions spécifiques sur le Covid-19 ou ont l'intention de le faire et 31% des entreprises interrogées ont même décidé d'augmenter leur budget de mécénat pour répondre à l'urgence. La plupart ont combiné les 2 ou 3 formes de mécénat, c'est-à-dire les dons financiers qui ont afflué, 86%, mais également une montée de mécénat en nature. Il y a eu notamment beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans la production de masques, de gel, ou qui ont donné des denrées alimentaires au moment du premier confinement, au moment où il y avait des manques de matériel. Et on note aussi l'engagement des collaborateurs via du bénévolat ou du mécénat de compétences. Ces actions ont été surtout menées à 67% dans des aides d'urgence aux populations les plus vulnérables. Après, pour le soutien scolaire et la lutte contre le décrochage scolaire. Et enfin, dans l'aide aux hôpitaux et aux autres établissements de santé. C'est là que se sont regroupées les principales aides en mécénat. À noter également que les fédérations des entreprises se sont regroupées autour de collectifs qui ont été créés ou qui existaient déjà, et notamment le don coronavirus.org qui regroupe plusieurs plateformes de collecte de dons pour différents projets, différentes actions et qui permettent donc de financer, de collecter des fonds pour financer ces actions. Et la Fondation de France également a ouvert une plateforme Tous unis contre le virus. Enfin, un peu une présentation d'ensemble, c'est-à-dire que le paysage du mécénat pourrait évoluer, puisque forcément la crise économique arrive, on voit les difficultés des entreprises un an après, et donc peut-être que certaines activités, certaines actions seront moins prioritaires et risquent de voir une baisse de la collecte et du mécénat arriver. Cependant, François Debiez, le président d'Admical, cite dans cette enquête « Avec la crise, le mécénat collectif a démontré qu'il est un formidable créateur de liens et de ciment social. La société ne peut se construire que dans l'union des forces. Le mécénat de demain, de plus en plus collectif, jouera un rôle essentiel dans cette reconstruction. » Donc, voilà. On est dans quelque chose de positif où effectivement le collectif permet aussi de pouvoir mieux avancer, mieux s'en sortir. Et donc Bénédicte va conclure sur les lueurs d'espoir. Points of Health. Alors, quelques chiffres clés sur la générosité des Français, donc qu'a évoqué tout à l'heure Nathalie. Et Nathalie a évoqué les chiffres, en fait, les premières réactions finalement des associations qui anticipaient évidemment le chômage, les risques sur l'emploi, la baisse des subventions, la baisse des dons, etc. Concrètement, donc, ça ne s'est pas vraiment
concrétiser en fait leurs craintes, même si évidemment sur le chômage, les craintes sur le chômage existent toujours, mais il y a quand même des lueurs d'espoir. En l'occurrence, 22% d'augmentation des montants de dons au premier semestre 2020, contrairement à ce qu'elles avaient anticipé, donc c'est plutôt positif. Surtout, une explosion du montant des dons collectés la première quinzaine d'avril, donc au tout début du confinement, si on compare par rapport à un an auparavant, donc une augmentation de 693%. 53% des donateurs ont moins de 35 ans, donc ça c'est très positif, puisqu'en général, le profil des donateurs était plutôt plus âgé. 86% des entreprises interrogées ont réalisé des actions de mécénat spécifiques, donc même si certaines effectivement anticipaient une baisse de leurs dons et de leur engagement à cause de effectivement l'incertitude de l'avenir économique et social, elles se sont concrètement engagées quand même sur des mesures très spécifiques. Et surtout, 82% des donateurs envisagent de faire de nouveaux dons en ligne à l'avenir, donc dons en ligne, à nouveau la dimension digitale, donc l'engagement digital. Donc que ce soit l'engagement en temps avec les bénévoles ou en argent avec les dons concrets, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une adaptation et un nouveau profil, aussi bien de bénévoles que de donateurs. Voilà, donc ce sont quand même des lueurs d'espoir pour les associations, que ce soit les dispositifs publics qu'on a décrits avec Nathalie et Karim, des mesures aussi, un cadre européen qui est plutôt favorable. Donc, quand même le message qu'on voulait faire passer ce matin, c'était que l'État, enfin les pouvoirs publics, est là pour soutenir les associations. Il y a un cadre européen qui est tout à fait favorable et concrètement sur le terrain, il y a des bénévoles engagés et qui veulent défendre les valeurs de la République et de la démocratie. Voilà. Donc maintenant, nous vous laissons la parole pour 15 minutes de questions et c'est Nathalie qui se charge effectivement de distribuer les questions en fonction des thèmes qui sont abordés. Merci pour votre attention. Alors Nathalie, est-ce que tu as des questions? Alors, je vais prendre les questions. Quel est le retour des bailleurs de fonds sur la continuité de leur financement? Existence d'une réorientation des financements vers d'autres associations plus en vogue? Ce que je comprends, c'est… Là, c'est peut-être un petit peu tôt pour y répondre. Ce qu'on peut voir, c'est comment les financeurs ont pu adapter leurs subventions qu'ils avaient déjà octroyées ou qu'ils étaient en cours d'octroyer à la crise. Mais comment sont réorientés totalement les financements suite à la crise? C'est un peu devant nous qu'on aura la réponse, puisque pour l'instant, on est quand même sur une crise qui est encore relativement récente, on parle de mars 2020. Donc, du coup, c'est plutôt devant nous la réorientation possible des financements par les bailleurs. Et puis un autre élément qui est aussi devant nous, c'est aussi peut-être des baisses possibles de ressources au niveau de l'État et des collectivités compte tenu d'ampleur des dépenses qui ont été en cours au cours de la crise. Donc voilà, tout ça, c'est des points d'interrogation un peu pour l'avenir. Mais on a quand même des tendances un peu positives. Je ne sais pas ce que tu vas dire, Nathalie, mais il y a quand même des tendances plutôt positives, justement pas de réorientation des subventions, c'est-à-dire que les associations, les bailleurs continuent de financer les mêmes associations en leur demandant de réadapter l'affectation des subventions qui leur sont accordées. Elles ne changent pas l'association en fonction effectivement de les activités qu'elles développeraient. C'est aux associations qui bénéficient de ces subventions, si elles veulent effectivement continuer de bénéficier de ces subventions, de réorienter leurs actions. On ne va pas changer d'association. Donc, on ne crée pas une concurrence malsaine entre les associations, celles qui s'adaptent et celles qui ne s'adaptent pas. C'est pas ça. C'est qu'on soutient les associations à qui on a déjà accepté de donner des subventions et qui doivent effectivement, elles, s'adapter. Donc, on verra effectivement celles qui s'adaptent et qui sont flexibles. Mais les éléments positifs, c'est que quand même, il y a plutôt, de manière générale,
on a maintenu quand même plus les subventions, et surtout, il y a aussi des nouveaux profils de bénévoles dans les associations qui s'engagent et qui peuvent apporter des nouvelles compétences qui vont pouvoir développer justement ces activités. Donc moi, je serais plutôt favorable, enfin, je pense qu'on peut être positif quand même sur l'avenir. Nathalie? Oui, alors moi je vais continuer les questions si vous voulez bien, parce que vous avez déjà répondu tous les deux, donc je vais pas rajouter. Est-ce qu'on peut combiner les subventions? Est-ce que les associations qui perçoivent des subventions peuvent aussi avoir le fonds de solidarité? C'est une question. Tu peux juste répéter la question, Nathalie? Est-ce que les associations qui perçoivent des subventions peuvent aussi bénéficier du fonds de solidarité? Oui, c'est pas du tout, c'est ouvert aux associations et dans les critères, le fait de percevoir une subvention n'est pas du tout un critère qui est exclu du fonds de solidarité. Donc oui, tout à fait. Alors la question suivante, c'est en cas de double financement, ça crée un effet d'aubaine et donc du coup ça génère du résultat. Faut-il provisionner un reversement? Y a-t-il un risque en fait que le financeur n'accepte pas qu'on ait touché des aides alors qu'on avait un financement par ailleurs et que du coup ça fait un peu double financement? Là, le plus sage, ça serait de se rapprocher du financeur pour voir avec lui le traitement qui souhaite donner à la subvention en fonction de la situation, puisqu'on a vu hein, que notamment au niveau de la circulaire de l'État, il y a des marges qui sont laissées d'appréciation à l'autorité administrative. Bon, il faut reconnaître la force majeure, hein, que la force majeure soit reconnue, mais qu'à partir de là, il y a des marges qui sont laissées à l'autorité administrative pour adapter sa position en fonction des circonstances. Donc, la règle de principe, c'est qu'il n'y a pas de double financement des postes. Et donc, dans le cas d'un double financement des postes, il faut, si on n'a pas de réponse précise du financeur sur une reprise des subventions, il faut, dans l'absence de réponse, provisionner. Mon conseil serait de provisionner les sommes potentiellement à reverser si on n'a pas de réponse très claire du financeur avant la clôture des comptes. Et le principal critère à prendre en compte, Nathalie et Karim, c'est précisément quand on a une augmentation des ressources de l'association dans une période aussi compliquée que le Covid. Là, déjà, ça doit alerter forcément les associations sur le fait que c'est pas normal qu'il y ait une augmentation de ressources alors qu'il n'y a pas eu effectivement une activité différente. Ça veut bien dire que là, il y a eu effectivement un complément de ressources qui n'était pas lié, enfin, qui effectivement peut être lié à un doublon. Et là, on peut provisionner sur cette base. Alors, pour rester dans des questions comptables, avez-vous un premier retour sur l'impact de la crise et des aides sur l'application du nouveau règlement comptable? Donc, peut-être un premier point qu'on peut dire, c'est que en fait, il y avait des règles de comptabilisation des différentes aides qui ont été prévues dans des règlements de l'ANC. Et par ailleurs, il y a dans l'annexe aux comptes annuels un paragraphe à mettre sur l'impact de la crise pour informer les lecteurs des comptes de l'incidence qu'a pu avoir les différents éléments liés à la crise, comme les aides reçues, les baisses de financement, ce genre de choses, ou les coûts complémentaires générés dans l'annexe. Après, sur la réalisation des comptes en tant que tel, il n'y a pas d'impact particulier à part la comptabilisation donc de ces aides et la mention dans l'annexe. Enfin, Karim, je ne sais pas si tu vois d'autres points liés. Non, c'est tout à fait ça. Simplement, vu que l'objet du règlement, c'était d'enrichir l'information sur les associations, ben, on peut espérer qu'à travers un nouveau règlement, on aura une information plus riche sur l'impact
de la crise sur les associations. Et en l'occurrence, on avait animé avec Nathalie un webinaire en décembre justement sur l'impact et cette exigence d'être beaucoup plus spécifique aussi sur la comptabilisation de l'apport bénévole dans les comptes des associations. Donc là, ça va effectivement dans le sens de ce que vient de dire Karim, meilleure information aussi sur les ressources humaines de l'association, en l'occurrence des bénévoles. Donc, une autre question. Que faire en tant que commissaire aux comptes si une association a reçu des subventions de collectivités locales et a aussi bénéficié de chômage partiel? Enfin, c'est pas interdit de recevoir des subventions si on fait de l'activité partielle. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que subventionne la convention, en fait. Donc, il faut regarder la convention de subvention, si elle est là pour financer un poste, si elle est là pour financer un projet. Donc, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse possible sans regarder au cas par cas la convention et la situation, et aussi sans se rapprocher aussi du financeur pour connaître sa position. Parce que dans le cas des collectivités publiques, on voit qu'ils sont soumis ils sont invités à suivre la circulaire, mais ils ne sont pas soumis de droit. Donc il faut là aussi se rapprocher du financeur pour clarifier sa position, si ça n'a pas déjà été fait. Alors, il y a pas mal de questions, hein. Il y a des questions sur des problèmes aussi de fiscalité. Là, la question, c'est sur pareil, sur le report des financements. Faut-il obtenir l'accord du financeur dans le cadre d'une subvention municipale ou de la caisse d'allocation familiale pour les comptabiliser en fonds dédiés, ou faut-il que l'association fasse une déclaration sur l'honneur pour force majeure lorsque ses objectifs ne sont pas atteints? On y a un peu répondu dans notre webinaire, hein. Dans tous les cas, c'est mieux de prévenir le financeur, mais on a vu que la caisse d'allocation familiale, notamment, faisait le maintien des financements pour couvrir les heures et les temps non réalisés qui permettaient donc de maintenir certains financements. Et donc, à partir de là, si effectivement il y a des excédents réalisés, il est normal de les reporter. Karim? Oui, non, tout à fait. Hein, je pense que bon, le principe, c'est dans la mesure du possible avoir déclaré au financeur la force majeure, et puis là aussi voir sa position. Si la subvention est dédiée à l'exercice 2020, par exemple, ben là il faut l'autorisation du financeur pour reporter un peu le projet et puis du coup l'affecter en fonds dédiés sans risque vis-à-vis du financeur. D'accord. On a une remarque dans les questions par rapport à la question qui était liée au fait d'avoir des subventions et de bénéficier du fonds de solidarité. On nous écrit: les impôts ont une approche différente. D'après eux, on ne peut pas cumuler. Donc, c'est quelque chose à ce moment-là à vérifier. Mais dans les informations qu'on avait eues, c'était possible. Alors après, est-ce que les structures fiscalisées ne pourraient pas? C'est à vérifier, mais il ne me semble pas. De cumuler, j'ai cumulé. C'est-à-dire percevoir des subventions et percevoir le fonds de solidarité. C'est la question de tout à l'heure auquel tu as répondu. Oui. On va prendre une autre question. Quid des aides aux petites associations qui n'ont pas de salariés, n'ont pas de secteur marchand et qui vont avoir une baisse importante de cotisation en 2021? Et là, ça dépend justement de la réaction de leurs adhérents. Et les adhérents peuvent parfaitement dire, même si les activités n'ont pas été réalisées, on continue quand même, on maintient nos cotisations là. Donc là, ça va vraiment reposer sur
la réaction, le comportement donc des adhérents, des membres en fait de l'association qui décident de soutenir quand même l'association en maintenant leur cotisation, même si donc ils n'auront pas un comportement de consommateur, mais ils auront un comportement de citoyens au sein des associations en maintenant leur cotisation. Oui, c'est vrai que la plupart des aides, effectivement, sont prévues pour maintenir l'emploi et donc sont à destination des associations employeuses. Donc, les structures qui n'ont pas de salariés, effectivement, ça va être les bénévoles qui leur sont proches et leurs membres. On a 3 minutes encore, il nous reste beaucoup de questions. Alors, supposons une association culturelle organisant des spectacles vivants. Suite à la situation Covid, toute activité a été arrêtée. Les participants ont versé le prix de la totalité des ateliers. L'association a proposé le remboursement d'un trimestre. Certains participants ont accepté. D'autres n'ont demandé aucun remboursement. Peut-on retraiter les trimestres abandonnés et les comptabiliser en dons? Si l'activité n'a pas été réalisée, effectivement, ça devient un don dans ces cas-là, non? Oui. Oui, Oui, je pense qu'effectivement. Il faut l'autorisation de celui qui a participé, qui a payé l'activité, enfin de chaque individu qui a payé sa participation, quoi. On ne peut pas transformer de droit en don une participation à une prestation, le paiement d'une prestation. C'est une nouvelle affectation finalement de la ressource. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup de votre écoute et de vos nombreuses questions. Le slide, la présentation vous sera adressé par email. Donc vous pourrez la relire tranquillement et notamment avoir tous les liens si vous êtes intéressé pour aller regarder les différents soutiens existants. Et voilà. Merci beaucoup Karim, Bénédicte, et puis nous vous souhaitons une bonne journée.